Les roues du fauteuil roulant faisaient un bruit sur les pavés inégaux du centre hospitalier Sainte-Marie à Lyon. Claire Dufresne, impeccable dans son tailleur noir, se pencha instinctivement alors que les roues se bloquaient entre deux dalles mal jointes. Sa fille de 8 ans, Élise, fixait le ciel gris sans émotion, ses yeux vides reflétant les nuages bas et lourds. « Nous avons tout essayé », avait murmuré le médecin ce matin-là en évitant le regard de Claire. « La lésion est trop sévère. » La pluie commença à tomber, légère mais glaciale. Soudain, une silhouette apparut derrière elle, comme sortie de nulle part. Un homme grand, les cheveux en bataille, un vieux blouson sur un t-shirt défraîchi. Il tenait une petite fille par la main, ses doigts entrelacés aux siens comme une promesse de ne jamais la lâcher. « Laissez-moi vous aider », dit-il, sa voix grave résonnant avec une étonnante douceur. Claire leva les yeux, sans se douter que cet inconnu allait bouleverser leur vie. Claire Dufresne n'avait jamais imaginé prendre les rênes d'un empire médical. Diplômée de HEC, elle se destinait à la finance, au gratte-ciel de la défense, pas au couloir blanc d'un institut de recherche neurologique. Mais le destin avait réécrit son avenir. 3 ans plus tôt, son père, le célèbre neurologue docteur Henri Dufresne, était mort dans un accident de laboratoire. Le conseil d'administration s'était alors tourné vers elle, la directrice financière rigoureuse au regard aussi déterminé que celui de son père, malgré son absence totale de formation médicale. À 35 ans, Claire devint l'une des plus jeunes PDG du secteur biomédical français, portant un héritage trop lourd pour ses épaules fines. Sous son apparence assurée et ses pas décidés à travers les couloirs vitrés de Dufresne Biosolutions, Claire cachait une peur viscérale, celle de ne jamais être à la hauteur de la science brillante de son père. Cette peur resta silencieuse jusqu'au jour où Élise, sa fille, devint paraplégique après un accident de voiture. Depuis 2 mois, Claire se battait contre l'impossible. Elle avait fait venir les meilleurs spécialistes de Genève, de Berlin, même un neurorégénérateur réputé de Kyoto. Mais tous parlaient avec la même prudence désespérante. Peut-être un peu de mobilité, avec du temps, de la thérapie. Chaque nuit, après avoir bordé Élise, Claire relisait les rapports médicaux comme s'il s'agissait de bilans comptables, craquant un espoir entre les lignes, un miracle entre les statistiques. Julien Morel avançait dans la vie avec cette tranquillité qu'ont les hommes qui ont tout perdu et survécu. À 39 ans, ses tempes grisonnaient, marque visible des nuits d'internat, des gares sans fin et des souvenirs qu'on n'oublie pas. Il avait été l'étoile montante de la chirurgie neurologique française, l'élève préféré du docteur Henri Dufresne, le plus jeune neurochirurgien titularisé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. On disait de ses mains qu'elles opéraient avec la précision d'un violoniste et l'instinct d'un guérisseur. Mais il y a 3 ans, ces mêmes mains avaient échoué à sauver l'amour de sa vie, sa femme Camille, emportée par un cancer foudroyant. Après sa mort, les regards accusateurs de sa belle famille, les murmures dans les couloirs, l'avaient poussé à quitter Paris. Il était parti à Annecy avec sa fille de 6 ans, Lila, pour travailler dans un modeste centre de rééducation. Là-bas, il avait retrouvé une forme de paix. Chaque sourire d'un patient valait mieux qu'un prix scientifique. Et Lila était une enfant à part. Elle sentait les douleurs des autres avant même qu'ils les expriment. Elle avait inventé son propre cabinet médical dans leur salon, soignant ses poupées et réconfortant les vrais patients de son père avec une tendresse rare. Ce jour-là, Julien n'était pas simplement passé par là. Il avait senti quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui allait bientôt les lier tous, pour toujours. Chez elle, Lila soignait une armée d'animaux en peluche atteints des maladies les plus farfelues. Chaque jour, elle inventait des traitements plus créatifs et griffonnait ses diagnostics dans un carnet rose décoré de licornes. Ce matin-là, Julien Morel lut un article dans un journal médical français sur une petite fille paralysée après un accident, la fille de Claire Dufresne. Quelque chose se réveilla en lui. Une sensation oubliée, une mémoire enfouie, les carnets de recherche que le docteur Henri Dufresne lui avait confiés avant de mourir. Des notes incomplètes sur la régénération neuronale, des hypothèses jamais testées, des possibilités que personne n'avait encore osé explorer. Quand Claire entra dans la chambre d'hôpital de sa fille Élise et aperçut Julien, son premier réflexe fut de presser le bouton d'urgence. Ses vêtements simples, son allure négligée, tout en lui semblait hors de propos dans cet hôpital lyonnais ultramoderne. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez rien à faire ici, » dit-elle d'une voix glaciale, se plaçant entre lui et le lit d'Élise.
Julien leva les mains en signe d'apaisement, son regard calme contrastant avec la tension dans celui de Claire. « Je suis le docteur. Julien Morel, dit-il simplement. J'ai travaillé 7 ans aux côtés de votre père à la Pitié-Salpêtrière. Il m'a confié ses recherches personnelles avant sa mort. Je crois qu'elles peuvent aider votre fille. » Il n'y avait ni arrogance ni promesse creuse dans sa voix, juste une certitude tranquille. Claire le dévisagea, cherchant dans son visage un souvenir flou, un lien authentique avec l'univers scientifique de son père. Le nom lui semblait familier, mais flou, comme une silhouette dans une vieille photo. « Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir là où les plus grands spécialistes européens ont échoué ?» demanda-t-elle, le ton dur, presque agressif. C'était la même voix froide qui faisait reculer les PDG les plus arrogants en salle de réunion. Mais avant que Julien ne puisse répondre, une petite voix douce s'éleva. Lila sortit timidement de derrière son père, serrant son ours en peluche contre elle. Son stéthoscope jouait autour du cou. Elle marcha sans hésiter vers le lit d'Élise. « Bonjour, moi c'est Lila. Tu veux que je regarde ton doudou ? Il a l'air un peu malade. » Élise, qui n'avait quasiment pas parlé depuis l'accident, fixa la petite fille avec étonnement. Puis, lentement, elle tendit son lapin en peluche à Lila. « Il s'appelle Lapinou, » murmura-t-elle. Claire sentit son cœur se serrer. C'était la première fois depuis des semaines qu'Élise prononçait quelque chose de spontané. Julien ne dit rien. Il regardait la scène avec un sourire discret mais profondément ému. Une seule séance, céda Claire, la voix tremblante. Et je resterai tout le temps. Au moindre signe de souffrance, on arrête. Les jours suivants devinrent une routine inattendue, mais précieuse. Chaque après-midi, Julien arrivait avec sa valise médicale dans une main et Lila dans l'autre. À l'intérieur, il y avait à la fois des dispositifs sophistiqués de stimulation nerveuse et des pansements colorés pour soigner les peluches d'Élise. Contrairement aux spécialistes froids et techniques que Claire avait rencontrés, Julien adoptait une approche différente. Il traitait Élise comme une enfant entière, pas comme un dossier ou un cas clinique. Il savait que pour guérir le corps, il fallait d'abord apaiser le cœur. Et surtout, il intégrait Lila à chaque étape. Pendant que Julien stimulait les muscles d'Élise, Lila inventait des jeux de rôle. Docteur Lila a besoin d'une assistante très forte pour tenir cette lampe magique, très importante. Et sans s'en rendre compte, Élise levait le bras que Julien tentait de réactiver depuis des jours. La thérapie devenait un jeu, et le progrès, un miracle discret. Ce qui avait commencé comme une simple séance d'essai devint peu à peu un rituel. Une routine lumineuse dans la grisaille de la douleur. Chaque jour, Élise attendait l'arrivée du docteur Julien et de la petite Lila avec une impatience presque fébrile. Les séances n'avaient rien des protocoles classiques. C'était un mélange unique de haute technologie médicale et de jeux d'enfants. Julien posait des électrodes miniatures avec précision, pendant que Lila organisait une mission secrète pour soigner Docteur Lapinou et Monsieur Nounours. Claire, qui au départ restait debout près du lit comme une sentinelle, se retrouvait souvent assise dans un coin, émerveillée. C'était la première fois qu'elle entendait à nouveau le rire de sa fille. Le rire d'une enfant qui réapprenait à vivre. Élise, autrefois enfermée dans un silence douloureux, demandait chaque soir « Est-ce que Lila revient demain ?» Un après-midi, alors que Julien observait Lila aider Élise à attraper une fausse seringue pour leur opération peluche, il murmura à Claire « Le cerveau ne fait pas la différence entre la thérapie et le jeu. Il ne reconnaît que l'engagement ou l'oubli. Votre père le savait. » Chaque fois qu'il évoquait son père, Claire ressentait une émotion étrange. De la tendresse mêlée à une blessure non refermée. Elle restait après les séances. Elle posait des questions. Sur Julien, sur Henri, sur ce que leur lien représentait vraiment. Et les progrès d'Élise étaient là. Petits, mais réels. Des signaux nerveux plus nets. Une énergie nouvelle. Un espoir fragile, mais vivant. Puis un miracle. Alors que Julien stimulait une zone précise du pied d'Élise, la petite fille sursauta. J'ai senti quelque chose. Maman, mon orteil, il a bougé. Claire s'approcha, le cœur battant. Elle vit le pied de sa fille et ce léger frémissement. Ce petit mouvement qui voulait dire tellement. Les larmes aux yeux, elle leva le regard vers Julien. Il restait professionnel, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Ce n'est que le début, dit-il doucement. Lila éclata de joie, tapant dans ses mains. Bravo, docteur Élise. Julien posa une main discrète mais rassurante sur l'épaule de Claire.
Un geste silencieux, respectueux. C'était la première fois depuis l'accident que Claire osait réellement espérer. Et la première fois qu'elle réalisa qu'elle faisait entièrement confiance à cet homme au passé cabossé, mais à l'âme lumineuse. Mais chaque lumière attire une ombre. Et cette ombre entra dans la salle de réunion de Dufresne Innovation ce matin-là. La salle était tendue. Les membres du comité regardaient l'écran où s'affichaient des articles de presse et des dossiers médicaux. Au centre, un homme aux cheveux grisonnants, Martin Lemoine, directeur de la recherche et successeur scientifique du père de Claire. « Je me devais de vous en parler. Claire, dit-il d'une voix empreinte de fausse compassion. Le docteur Julien Morel a été impliqué dans une affaire de négligence médicale il y a 3 ans. À l'écran, des titres chocs. Un traitement expérimental tourne au drame. Un chirurgien de renom au cœur d'une affaire tragique. Des extraits de journaux, des documents juridiques. L'affaire avait été classée, mais réglée à l'amiable, dans le silence. Martin se tourna vers Claire. Et maintenant il traite votre fille avec ces mêmes méthodes non approuvées. C'est un risque pour l'entreprise. Et pour elle, Claire resta figée. Le choc, l'incompréhension, la trahison. Elle avait accordé sa confiance. Elle avait cru. Qui était la patiente demanda-t-elle, la voix tremblante. Martin marqua une pause, puis répondit avec lenteur. Sa femme, Émilie Morel. Le dossier était posé sur la table basse, lourd de vérités douloureuses. Claire Dufresne fixait Julien Morel. Son regard trahissait plus que la colère, une blessure. Tu comptais me le dire un jour? Julien resta silencieux un instant. Il regarda le dossier, puis releva lentement les yeux. Oui, quand il serait prêt à l'entendre. Il n'y avait ni fuite ni arrogance dans sa voix. Seulement une dignité calme, presque désarmante. Mais Claire bouillonnait. Prête? Tu soignes ma fille avec des méthodes expérimentales et tu as caché que tu avais été accusé de la mort d'une patiente? Julien ne s'y a pas, mais la tristesse dans ses yeux disait tout. C'était ma femme, Émilie. Un cancer du cerveau en phase terminale. Rien ne fonctionnait plus. Elle a choisi d'essayer un protocole expérimental basé sur les recherches de ton père. On savait tous les deux ce que ça impliquait. Sa voix était lente, posée. Sa famille ne l'a pas accepté. Ils ont cherché un coupable. Ton père m'a défendu. Il a témoigné. Il savait que ce n'était pas la thérapie qui l'avait tué, mais la maladie. Claire voulut y croire. Une part d'elle le croyait. Mais quelque chose s'était fissuré, et elle ne savait pas si cela pouvait se réparer. Le lendemain matin, sans un mot à Julien, elle appela une clinique de Zurich, spécialisée dans les traitements neurologiques avancés. Tout l'opposé de Julien. Procédure stricte, résultats documentés, sécurité absolue. Ce n'était pas humain, mais c'était sûr. En quelques jours, tout fut organisé. Élise partirait en Suisse pour 3 mois de soins intensifs. Quand Julien l'apprit, il resta figé un moment. Puis il la rejoignit dans le couloir. « Tu fais une erreur. Une vraie. » Sa voix était grave, tendue. Le cerveau est en train de créer de nouveaux chemins. Si tu les interromps maintenant, on risque de tout perdre. Claire croisa ses bras. Elle se voulait forte, résolue. La clinique de Zurich a des résultats prouvés. Leur méthode est validée. Ce que tu fais n'est pas encadré. Ce qu'elle ne dit pas, c'était cette peur sourde. La peur de reposer l'avenir de sa fille sur les épaules d'un seul homme. Un homme qui, comme il était venu de nulle part, pouvait disparaître. Julien ne répondit rien. Il hocha doucement la tête. « Je comprends. Tu fais ce que tu crois juste. » Mais Claire sentit que quelque chose s'étayait dans sa voix. Avant de partir, Julien s'agenouilla devant Élise. « Tu vas partir dans un endroit spécial, pour rendre tes jambes encore plus fortes. » Les yeux d'Élise s'embuèrent. « Et Lila? Et notre hôpital? » Julien sourit doucement. « On gardera les peluches en sécurité. Et Lila t'écrira. Promis. » Lila, très sérieuse, tendit à Élise son ours préféré. Il s'appelle Dr Gaufret. Il soigne les cœurs tristes. Il expliquera au docteur comment t'aider. Claire détourna le regard. L'innocence de Lila fissura ses défenses. Ce soir-là, Julien rentra à l'hôtel avec sa fille. Demain, il reprendrait la route pour Portland. Mais au lieu de faire ses valises, Julien ouvrit les vieux cahiers de recherche du docteur Dufresne. Il les étala sur le bureau,
comme un puzzle de souvenirs et d'échecs. Peut-être il y avait encore une piste oubliée, quelque chose qu'il n'avait pas vu, quelque chose qui pouvait la sauver. Tout était prêt. Le jet privé attendait sur le tarmac, plein, silencieux. L'équipe médicale s'affairait autour d'Élise, attentive à chaque détail. Les valises étaient bouclées, les documents signés. Mais une chose clochait, une chose qu'aucun protocole ne pouvait régler. Élise refusait de monter dans l'avion. Assise dans son fauteuil roulant, elle tenait l'ours en peluche contre elle avec une force désespérée. « Je veux pas y aller, maman. Je veux rester avec le docteur Julien et Lila. » Un silence épais tomba sur l'équipe. Les infirmiers échangèrent des regards incertains. Ils avaient l'habitude des patients réticents. Mais là, il s'agissait de la fille de la présidente directrice générale. Et la décision était irrévocable. Claire s'agenouilla devant sa fille. Elle choisit cette voix douce mais ferme, celle qui marchait toujours avec Élise. « Ma chérie, en Suisse, ils ont des machines très spéciales. Elles peuvent t'aider à remarcher. C'est ce que tu veux, non ?» Élise hocha la tête. « Mais Julien m'aide déjà à marcher. Hier, j'ai bougé mon orteil. Et Lila m'a dit que demain ce serait mon pied. » Une logique d'enfant, mais une vérité brutale. Claire sentit son monde rationnel chanceler. Sa fille n'était pas un dossier médical à transférer vers une solution plus efficace. C'était une petite fille, avec un lien humain, précieux et fragile, qu'elle n'avait pas prévu dans ses équations. Et comme si le destin voulait insister, une hôtesse s'approcha avec une enveloppe. Un colis pour mademoiselle Élise. À l'intérieur, un dessin fait à la main. 2 fillettes, debout, main dans la main, souriantes. En bas, une empreinte rouge minuscule, celle de Lila. Un serment d'enfant. Un vœu silencieux d'amitié éternelle. Et une lettre, courte, précise, écrite par Julien. Dans son dernier carnet, ton père écrivait « La guérison naît à la croisée de la science et de l'espoir. » Élise a les deux, juste ici. Ces mots, simples mais profonds, coupèrent Claire en deux. Elle se revit des années plus tôt, assise en face de son père, hésitante. Il lui avait dit ce jour-là « Les plus grandes découvertes médicales ne naissent pas dans les couloirs bien éclairés. Elles viennent de ceux qui osent emprunter le chemin obscur quand toutes les routes connues mènent à l'échec. » Son choix était clair maintenant. Claire prit son téléphone. Ses mains tremblaient. Julien décrocha dès la première sonnerie. « Ne quitte pas Paris. On ne part pas. » Quelques jours plus tard, Claire se tenait devant une porte qu'elle n'avait pas ouverte depuis 3 ans. Le laboratoire privé du docteur Dufresne. Resté intact depuis sa mort. Une pièce figée dans le temps. Elle glissa sa carte. Un clic. L'air siffla doucement, comme si le lieu reprenait vie. Julien était là, silencieux. Il la laissa entrer. Je n'y suis pas retourné depuis. Elle hocha la tête. Elle non plus. La pièce était un sanctuaire. Les machines dernier cri brillaient encore. Mais c'étaient les détails personnels qui lui serrèrent le cœur. La tasse de café. Une photo d'elle et Élise, épinglée sur un tableau. Une note inachevée, écrite de la main de son père. Ce laboratoire n'était pas un simple espace de travail. C'était l'endroit où la science, le courage et l'amour s'étaient unis pour sauver des vies. Et peut-être pour sauver la sienne aussi. Pendant un instant, Claire sentit la tristesse enfouie depuis 3 ans remonter d'un seul coup, comme une marée noire et silencieuse. Elle ferma les yeux. Son père était partout dans ce laboratoire, dans chaque écran, chaque carnet, chaque murmure du ventilateur. Julien, debout à ses côtés, gardait le silence. Il observait le lieu avec une émotion discrète entre respect, nostalgie et concentration. Claire s'approcha du terminal principal. Elle tapa son ancien mot de passe. Un bip. Le système s'ouvrit. Tout ce que mon père a fait est encore là. Elle recula d'un pas, laissant Julien s'installer. Termine ce qu'il a commencé. Pas un mot de plus. Mais dans sa voix, tout y était. La confiance, le poids du deuil, l'espoir d'un miracle. Julien comprit. Pendant les 3 semaines qui suivirent, le laboratoire devint un monde à part. Julien y travaillait jour et nuit, avec une petite équipe triée sur le volet, tenue au secret absolu. Pas de rides, pas de conseil d'administration. Juste la science et l'espoir. Ils reprirent les recherches du docteur Dufresne, les croisèrent avec les données cliniques de Julien, et firent des découvertes inattendues. Des lignes dans les carnets,
jadis ignoré, prenait soudain un sens nouveau. On dirait qu'on parle avec lui. Parfois, dit Julien un soir, en relisant une annotation difficile. Il écrivait toujours comme si tu étais déjà dans sa tête, ajouta Claire, un sourire triste sur les lèvres. Ces instants de collaboration devinrent peu à peu des moments de complicité silencieuse, un terrain commun bâti sur leur amour partagé pour le même homme, sous des formes différentes. Pendant ce temps, Élise et Lila devinrent des visiteuses régulières du laboratoire. Lila, bien sûr, avait ramené son carnet médical. Elle y écrivait fièrement. Aujourd'hui, Élise a bougé 3 orteils. Ses jambes font des chatouilles. Papa dit que c'est bon signe. Entre elles, la maladie était devenue une aventure. Pas une punition, ni un fardeau. Une quête où chaque petit progrès était célébré comme une victoire de guerre. Claire, de son côté, se surprit à passer de plus en plus de temps dans ce lieu étrange. Elle qui, jadis, n'était qu'une stratège, une femme de chiffres, commençait à ressentir la puissance de la recherche vivante. Elle comprit enfin ce que son père voyait. Non pas un simple avenir médical, mais un monde à reconstruire. Julien, elle le réalisa, n'était pas seulement le bras exécutant. Il était l'équilibre parfait. Là où le docteur Dufresne rêvait, Julien réalisait. Un duo impossible à reproduire. Mais maintenant, elle faisait partie de l'équation. Un soir, ils regardaient ensemble les dernières analyses. Les connexions nerveuses d'Élise reprenaient vie. Une lueur dans les zones silencieuses depuis des mois. Et là, en tendant la main vers la tablette, leurs doigts se frôlèrent. Ils ne se retirèrent pas immédiatement. Un contact discret, chargé, plein de sens. Ce n'était plus seulement une coopération. C'était une rencontre de 2 cœurs guidés par la même lumière. Claire murmura, presque honteuse. « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné ma fille, même quand moi, j'étais prête à le faire. » Julien ne répondit pas. Il se contenta de lui offrir ce regard, celui d'un homme qui savait que, parfois, la science ne suffisait pas. Il fallait croire. Ensemble, le docteur Dufresne m'a dit un jour que les Dufresne ne renoncent jamais. Ils prennent parfois des détours, mais finissent toujours par trouver le bon chemin. Les mots de Julien, dits avec un sourire discret, firent sourire Claire à son tour. Cette touche d'humour, si typique de son père, semblait flotter dans l'air du laboratoire. La veille de la procédure décisive, Claire trouva Julien encore éveillé, absorbé par les dernières simulations sur l'écran lumineux. Elle posa 2 cafés et s'assit à ses côtés. « Je te fais confiance, dit-elle doucement. Pas parce que mon père te faisait confiance, mais parce que j'ai vu comment toi et Lila avaient redonné l'espoir à Élise. » Calendrier 3 mois après que Julien Dufresne ait franchi le seuil de leur vie. Élise fit ses premiers pas. Hésitant, tremblant, soutenu par un cadre qu'il avait lui-même conçu, mais des pas tout de même. Son cerveau parlait à nouveau à son corps. Dans la salle de kinésithérapie, un petit groupe éclata en applaudissements. Claire, Julien, Lila et 2 chercheurs. Lila sauta partout, criant « Tu l'as fait? Tu l'as fait !» Claire, elle, ne put retenir ses larmes. Julien, fidèle à lui-même, garda son calme, mais dans ses yeux, une fierté intense brillait. « Souviens-toi, dit-il doucement à Élise, ce n'est que le début. Ton cerveau apprend à parler à tes jambes. Il faudra du temps et beaucoup de courage. » Élise hocha la tête, puis sourit de toutes ses forces. « Est-ce que Lila peut m'aider à m'entraîner? C'est une super docteure. » Bougie ce soir-là, Claire organisa un petit dîner chez elle. C'était la première fois que Julien et Lila entraient dans son monde personnel, non pas comme soignants, mais comme invités. Lila explorait la chambre d'Élise comme si elle découvrait un château enchanté. Julien, lui, admirait les moulures anciennes du vieux manoir de Claire dans le quartier de Saint-Germain, non pas comme un expert, mais comme un homme sincèrement émerveillé. Pendant que les filles jouaient en haut, Claire et Julien s'assirent sur la terrasse, face à Paris illuminé. « Je vais créer la fondation Alexandre Dufresne », annonça-t-elle calmement, dédiée à la recherche sur la régénération nerveuse pédiatrique. « Et je veux que tu en sois le directeur médical. » Julien sembla surpris. « Et ma réputation? Le scandale? » C'était une vraie question. Le drame autour de la mort d'Émilie avait terni son nom pendant des années. Claire sourit, avec l'assurance d'une femme qui sait comment faire bouger le monde. « Je pense que sauver la fille de la PDG est un bon début de réhabilitation. » Elle fit une pause. « Et le conseil médical a examiné ton dossier.
Ton nom est blanchi. Mon père avait laissé des notes très claires appuyant ton protocole. Ce qu'elle ne dit pas, c'est tout ce qu'elle avait dû faire dans l'ombre pour obtenir cette révision. Mais ce n'était plus important. Ce qui comptait, c'était que leur travail, devait continuer. Certaines histoires se terminent par des déclarations théâtrales. Mais la vraie guérison naît dans le silence des petits miracles. Elle commence dans un orteil qui bouge pour la première fois depuis des mois. Elle se tisse entre une mère et un médecin qui se reconnaissent dans une vision partagée. Elle se reconstruit dans le regard d'un homme brisé, trouvant enfin un chemin vers la paix. Et elle éclot dans le cœur d'une petite fille comme Lila, qui ne faisait pas de différence entre soigner un ours en peluche et aider une vraie amie à remarcher. Colombe, 1 an plus tard, Élise monta seule sur scène lors du gala inaugural de la Fondation Alexandre Dufresne. Ses pas étaient sûrs, lents, déterminés. Elle prit le micro et dit « Voici mes héros, le docteur Julien et le docteur Lila. » Dans la salle, Claire pleurait à nouveau. Pas de tristesse, mais parce qu'elle savait. Elle savait que tout avait commencé le jour où un inconnu lui avait dit ces mots simples. « Laissez-moi l'aider.